étoiles, amis des planètes, bonsoir. Ravi de vous voir aussi nombreux à cette conférence qui va vous être présentée par Yael Nazé. Alors, je ne vais pas vous dire la jambe de 3 heures. Donc, Yael Nazé est astrophysicienne, travaille à l'Université de Liège et au Fonds national de la recherche scientifique, l'équivalent de notre CNRS. Elle est spécialiste des étoiles massives et des hautes énergies. Voilà ce qu'on peut dire. Et je vais repasser d'ailleurs le micro directement à notre hôte de ce soir. Voilà, encore une fois merci et bonne balade cosmique. Bonjour, et voilà, je vais vous emmener effectivement faire une petite promenade à travers tout notre univers. Alors, soyons clairs, c'est une promenade aussi un peu dans nos connaissances actuelles, c'est-à-dire que les choses changent quand même pas mal, et j'aimerais que vous gardiez en tête quand même ceci: les cieux pour les mortels sont un livre entrouvert, chaque siècle avec peine un des chiffres une page. Alors même si cette page peut nous sembler très impressionnante par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment, ça n'est jamais qu'une petite partie, ça n'est jamais que ce qu'on connaît. Vous verrez, il y a encore quand même pas mal de choses que je connais. Alors, on va se perdre dans des milliards, des millions et des chiffres énormes comme ça. Alors, avant de partir dans tout ça, je voudrais commencer par quelque chose de sensible et que vous pouvez imaginer assez facilement. Donc, je pars d'un carré d'1 mètre de côté. Donc, soit un carré d'1 mètre de côté, c'est encore facile à voir. Je veux dire, un peu un bout de bras comme ça, pouf, ça y est, vous avez fait votre carré. C'est encore facile à comprendre, et je vais multiplier par 10 le côté. Je me trouve ici, donc 10 mètres sur 10 mètres, là aussi c'est encore assez faisable, hein, 10 mètres sur 10 mètres, ça rentre encore dans cette salle. Encore multiplié par 10, 100 mètres sur 100 mètres, cette fois-ci on commence à quitter un peu la mare où on était, où il y avait des jolis lotus, on se rend compte qu'on est dans un parc, mais finalement on ne voit pas grand-chose de la Terre, toujours, hein, coincé dans quelque chose d'assez petit finalement. 1 km sur 1 km, 1000 mètres sur 1000 mètres, et là on se rend compte que le parc est dans un quartier, dans une ville, c'est toujours un tout petit bout de notre univers. Multiplions encore par 10 km sur 10 km, cette fois-ci on arrive à la taille d'une ville, hein, de pas mal de quartiers, et cette ville se trouve sur une côte. Je remultiplie par 10, 100 000 mètres par 100 000 mètres. Nous sommes dans un petit bout, un tout petit bout de continent. On ne voit toujours pas la Terre dans son ensemble. Encore multiplié par 10, un plus gros bout du continent avec l'océan et puis le continent à côté. Et c'est seulement à l'étape suivante, enfin, qu'on arrive à la taille de la Terre. Alors, cette planète, elle fait quand même presque 13 000 km de diamètre. C'est minuscule par rapport à tout ce qu'on va voir après, mais ça n'est jamais qu'une toute petite place dans l'univers qui est extrêmement importante pour nous, parce que forcément, on est dessus. Mais c'est vrai qu'on ne va pas tellement parler aujourd'hui de cette planète, on va plutôt s'occuper de ce qu'il y a autour, parce que finalement, nous sur Terre, on a tendance quand même à regarder un peu souvent, surtout les gens qui sont dans cette salle de Paris, à regarder vers le haut et à essayer d'imaginer ce qui se passe là-bas. Et c'est plutôt de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, donc de ce qu'il y a au-delà de cette Terre. Alors, je vais vous parler des étoiles, mais avant de vous parler des étoiles, on va rester pas très loin, avec des objets un petit peu comiques. Vous remarquez ici 2 photos. Alors, je suis sûre que certains vont reconnaître la constellation. On a le joli taureau ici, avec les Pléiades à côté. Et puis, si vous remarquez, entre les 2 photos, il y a quand même une grosse différence. Ça va, tout le monde la voit? Je crois que c'est assez évident. Il y a un machin qui bouge. Ce machin-là qui bouge, eh bien, c'est comme ça qu'on a repéré un peu au départ ces objets-là. On avait des étoiles qui bougeaient par rapport aux autres, et une étoile qui bouge, un astre errant, ça se dit planète. Alors évidemment, à l'époque, il n'était pas question de savoir ce qu'étaient ces objets. On les avait juste repérés. Alors le mot planète vient du grec, mais il n'y a pas que cette civilisation-là qui l'a repéré. Il y a énormément
civilisations qui se sont rendues compte qu'il y avait des machins qui bougeaient comme ça. Alors, tous ces machins bougent ensemble, y compris notre planète autour du Soleil, donc c'est quand même notre maître à tous. Hein. Voilà le Soleil, comme vous pouvez le voir, si vous mettez un bon filtre, demandez aux amateurs de mettre un joli filtre devant leur télescope pour pouvoir le voir, sinon ne le regardez pas, il vaut mieux. Hein. Et ce Soleil, évidemment, a une particularité, c'est qu'il est quand même assez chaud. Alors, un petit peu, 6000 degrés en surface. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Dehors il fait pas ça. Hein. Mais bon, ça suffit pour faire bouillonner la surface complètement, et il se passe plein de phénomènes extrêmement intéressants autour. Mais juste pour vous donner une idée, souvenez-vous de notre brave petite planète. Vous vous souvenez de la planète? Ben là, vous avez une tache solaire. Vous voyez comme les taches qui sont là, mais là c'est déjà des grandes, disons plutôt une comme ça, une moyenne. Ça vous donne un peu une idée de la taille du Soleil par rapport à la Terre. Il est clair qu'entre les deux, le chef, c'est pas le petit. Hein. On a longtemps cru que tout tournait autour de nous. Non, c'est clair que quand on commence à réfléchir, et ça fait très longtemps qu'on y a réfléchi, dès qu'on essaie d'estimer les tailles, on se rend compte que le Soleil est très grand. Et voilà, le Soleil est extrêmement grand. Autre objet que nous voyons très régulièrement dans le ciel et auquel on est quand même pas mal habitué, c'est la Lune. Alors, évidemment, avec ces deux astres, nous avons une relation particulière. La Lune tourne autour de la Terre autour du Soleil, et dans son voyage autour du Soleil, la Terre voyage à 30 km par seconde. Ce qui veut dire qu'ici, tous dans cette salle, vous êtes en train de faire bien gentiment du 100 000 km/h. Ça va? Vous avez attaché vos ceintures? Tout va bien? Vous n'aviez pas l'impression d'aller si vite? Eh bien si, vous allez très vite en fait. Dans votre voyage autour du Soleil, vous vous baladez très très vite. Alors pourquoi j'ai mis ça dans une section qui s'appelle Planète? Tout simplement parce que ce sont deux astres qui bougent par rapport aux étoiles vues de la Terre. Et les anciens les considéraient comme des planètes, mais évidemment pas les planètes au sens moderne. Les planètes au sens moderne qu'on peut voir ici, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, sont les planètes visibles à l'œil nu, sont d'autres planètes qui tournent autour du Soleil évidemment. Mais à l'époque, on ne savait pas quelle était la différence. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le système solaire, je vais juste vous montrer quelques petites photos. Voici Mercure. Bon, Mercure, forcément près du Soleil, donc chaud, 400 degrés. Le problème, c'est qu'il y a quand même un côté qui n'est pas éclairé, et là, il est quand même à moins 200. Hein, donc, bon, et on passe de plus 400 à moins 200 en 20 minutes, ce qui n'aide pas beaucoup ceux qui voudraient vivre sur Mercure. Sinon, ça ressemble à la Lune, des cratères un petit peu en tout genre. Une mission à l'heure actuelle qui s'appelle Messenger, qui est en train de prendre pas mal d'images, et donc on essaie d'en apprendre un peu plus sur cette brave Mercure. Alors, juste après, un petit peu plus loin du Soleil, vous avez Vénus, qui a la taille de la Terre, mais une différence par rapport à la Terre, c'est son atmosphère. C'est une atmosphère extrêmement épaisse. Et bien qu'on soit plus loin du Soleil, il fait plus chaud que sur Mercure. Il fait entre 450 et 480 degrés sur Vénus, jour comme nuit. Ah oui, là, c'est pas moins 200 et 400, c'est tout le temps la même température, mais un peu chaud quand même. Puis vous avez la Terre, évidemment. La quatrième, à peu près la moitié de la taille de la Terre, c'est Mars, que vous voyez ici. Très peu d'atmosphère, des gros volcans qui sont dans le coin, une petite balafre, un gros camion. Et puis, on arrive dans d'autres planètes qui sont plus grandes. Jupiter d'abord, avec des jolis tourbillons dans tous les sens. Celle-ci, c'est la grande tache rouge. Saturne, avec ses anneaux. Uranus, avec des anneaux aussi. Et Neptune. Et puis c'est pas fini évidemment parce que dans le système solaire il y a tout des tas de brôles qui sont restés de la formation des planètes et qui vont continuer à se balader. Alors vous avez des morceaux relativement rocheux qu'on appelle les astéroïdes, en voici quelques-uns. Vous remarquez qu'ils ne sont pas tous bien ronds et bien jolis, il y en a qui ont des têtes de pentatomides plutôt. Et puis vous avez des morceaux un peu plus glacés, donc moins de rochers et beaucoup plus de glace d'eau, d'ammoniac, de CO2, enfin de mélange de glace. Et là, quand ça s'approche du Soleil, ça fait de jolies comètes. Quand
veut bien. Hein. Les comètes, de temps en temps, elles ne veulent pas. Oui, ils vont par exemple. Alors, tous ces machins-là laissent des petites poussières un peu partout dans notre système solaire, et forcément, quand la Terre passe dedans, ben, ça nous fait des petites poussières qui rentrent dans notre atmosphère, et ça peut faire des étoiles filantes, comme par exemple ici, un exemple d'étoiles filantes, sont des poussières de comètes qui rentrent chez nous. Maintenant, remettons un petit peu les choses au clair. Vous vous souvenez de notre Terre, qui nous semblait si importante et si terrible et géniale et tout ce qu'on veut. Là voilà, Vénus la même taille, Mars la moitié, Mercure encore plus petit. Puis vous avez les planètes géantes. Vous remarquez pourquoi on les appelle géantes, hein. Je crois que ça se remarque bien. Et pour vous donner une idée, ben, Jupiter c'est à peu près 10 fois la taille de la Terre. Et le tourbillon qui est là, la grande tache rouge, c'est un ouragan qui fait quand même 2 fois la taille de la Terre. Ceci dit, je vais vous mettre, vous voyez, on est là, ça c'est Jupiter. On est là, vous le voyez là au fond, le petit machin là. Il y a Jupiter qui est là, et là c'est le Soleil. Vous comprendrez que ça s'appelle un système solaire et pas un système terrestre. Donc système solaire, tout simplement parce que le Soleil, ben, c'est quand même 100 fois la taille de la Terre, hein, donc c'est clair que c'est le chef en affaire. Donc, petit arrêt de récapitulatif, vous allez voir, on en fera 2, 3, mais celui-ci, système solaire, hein, bien chanté, le Soleil au centre, les planètes qui tournent bien joyeusement autour, des petites planètes tout près, des planètes plus grosses plus loin, et des tas de petits brôles autour. Maintenant, ça a quelle taille, ce truc-là? Alors, la taille du système solaire. Allons-y, on va commencer. On va prendre des orbites hein, de Neptune. Hein. Donc on y va. 1000. Ici, on est au million. Là, on est au milliard. On est à peu près à 12 milliards de kilomètres. Donc on est parti d'une planète d'à peu près 13 000 kilomètres de diamètre. Ici, on est déjà passé à 12 milliards. Pour la taille de notre maison, de notre voisinage. Hein. Oui, le petit village, c'est vraiment le bled, hein, mais bon, vraiment tout petit, ça fait quand même, vous voyez, 12 milliards de kilomètres. C'est quand même déjà pas mal. Mais c'est pas fini, c'était que le début. Là, c'était la mise en jambe, on va dire. On va essayer d'aller voir plus loin. On va essayer d'aller voir plus loin, et forcément, en allant plus loin, on va tomber sur d'autres objets, et notamment sur les étoiles les plus proches. Les étoiles les plus proches, Proxima du Centaure et ses 2 copines, Alpha du Centaure A et B, ah ben elles, allons-y, hein, 1000, millions, milliards, 40 000 milliards de kilomètres. Les astronomes, c'est des gens simples, ils n'ont pas beaucoup de place sur leur feuille, c'est trop grand à écrire. Donc on a essayé de définir une autre unité, parce que franchement, ça commençait à devenir un petit peu trop long. Et donc, on s'est dit, on va appeler ça, ces distances-là, 4,2 années-lumière. Comme le nom ne l'indique pas, c'est bien une unité de distance et pas une unité de temps. Alors, année-lumière, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais bon, prenons une petite analogie. Imaginons une autoroute. Une autoroute, pas encombrée. Vous roulez dessus, elle part du Soleil et elle passe par toutes les planètes qui, ce jour-là, sont toutes alignées. C'est quand même plus pratique. Et imaginons que vous êtes sur cette autoroute, vous roulez à 120 km/h sans vous arrêter. Pas d'arrêt pipi, rien du tout, on y va. On avance. Combien de temps, à votre avis, est-ce qu'il vous faudra pour rejoindre la Terre, en partant du Soleil, Jupiter, Neptune, et l'étoile la plus proche, Proxima? Pour la Terre, à votre avis, prenons la Terre. Soleil-Terre, 120 km/h. J'entends qu'ils sont en train de faire des calculs, en train de réfléchir. Quand on n'a pas la calculatrice, c'est moins rigolo. Bon, je vais vous donner la réponse. Pour la Terre, il faudrait 142 ans. Pour Jupiter, 740 ans. Sans s'arrêter. Hein. Neptune, vous êtes déjà passé 4000 ans. Quant à l'étoile la plus proche, 38 millions d'années. Vous n'êtes pas arrivé là. Alors, en fait, cette brave petite voiture, chaque année, elle parcourt à peu près 1 million de kilomètres. D'accord ?
1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, eh bien, la distance parcourue par cette voiture en un an, je décide de l'appeler une année voiture. Et donc, je vais dire que la Terre se trouve à 142 années voiture de la Terre, du Soleil. Donc, Jupiter se trouve à 740 années voiture du Soleil, Neptune à plus de 4000, et l'étoile la plus proche à 38 millions d'années voiture, et je mets Harvey comme symbole de cette nouvelle unité. La lumière, c'est une voiture qui va plus vite. C'est une voiture qui, au lieu de faire du 120 km/h, elle fait du 300 000 km par seconde. C'est-à-dire quand même 1 milliard de km/h, ça va quand même vachement plus vite. Et chaque année, la lumière parcourt, en ligne plus ou moins droite, 10 000 milliards de kilomètres. Ce qui permet évidemment de supprimer plein de zéros dans toutes les distances, ce qui arrange très fort les astronomes. Il y a juste un tout petit problème. C'est que, puisque la lumière met un certain temps pour arriver, eh bien, quand elle nous vient de loin, elle nous apporte des nouvelles un peu anciennes. Voir loin, c'est voir plus ancien. Ce qui veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez en astronomie. Quand vous regardez l'univers, quand vous regardez le ciel, vous ne verrez jamais à quoi ressemble l'univers à l'heure actuelle. C'est impossible. D'un autre côté, c'est vrai que c'est pratique, parce que si vous voulez savoir comment il était dans le temps, il vous suffit de regarder ce qui se trouve loin. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Vous pouvez voir l'évolution, mais d'un autre côté, vous ne saurez jamais à quoi il ressemble à l'heure actuelle. Alors tout se passe en fait comme s'il y avait un délai. Donc le soleil, on le voit comme il y a 8 minutes, on dit souvent, bon évidemment c'est impossible, mais si le soleil s'éteint, nous pendant 8 minutes, on continue tranquille sans s'en rendre compte. Pour l'étoile la plus proche, il faut attendre 4 ans pour qu'on ait l'info. Et c'est un peu finalement comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que vous imaginez, vous envoyez à votre copain qui est au Chili le journal du jour, quand il va le recevoir, les nouvelles seront plus très fraîches. Ben, c'est pareil avec la lumière. C'est exactement la même chose, il y a un délai avant qu'on le reçoive. Alors reprenons bien gentiment nos étoiles, ces fameuses étoiles, donc les copines du Soleil, hein, ses voisines les plus proches. Vous avez Alpha du Centaure, Sirius, l'étoile de Barnard, Epsilon et Vidalbi, quelques-unes. Vous remarquerez qu'ici dans les tailles, on a quand même de nouveau pas mal de kilomètres. Mais quand on commence à voir qu'il y a pas mal d'étoiles, on pourrait se poser la question, finalement, ces étoiles, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Est-ce que ce sont vraiment des jumelles du Soleil? D'autres soleils? Oui et non. Alors, vous avez ici, derrière, une image d'un champ d'étoiles prise par le télescope spatial Hubble, et vous voyez immédiatement qu'il y a une différence très forte. C'est la couleur. Cette couleur, elle est liée à la température. Alors, si vous imaginez de prendre une barre de fer, que vous chauffez cette barre de fer, elle va passer du rouge sombre au rouge clair à l'orange, au jaune et finalement au blanc, en devenant incandescente, ce qui veut dire que le rouge, c'est une couleur froide. C'est le contraire des robinets. C'est ce qu'il faut retenir, c'est le contraire des robinets. Le bleu, c'est chaud, le rouge, c'est froid. Alors entendons-nous sur chaud et froid. Le soleil, à peu près 6000 degrés en surface. Les étoiles rouges sont à 3000 degrés. Donc c'est froid, mais enfin bon, pour nous c'est quand même un petit peu chaud. Hein. Et les étoiles bleues sont les étoiles que j'étudie. Typiquement, elles font du 50 000 degrés en surface. Elles sont même tellement bleues qu'en fait elles sont ultraviolettes. Il faut bien l'avouer. Donc voilà, toutes les étoiles n'ont pas la même température en surface. D'autre part, elles ne se trouvent pas toutes évidemment à la même distance. C'est pas comme imaginer dans le temps, toutes joyeusement sur une petite sphère, bien collée, bien gentiment. Non. Ces étoiles sont dispersées un petit peu partout. Alors, on a tendance, pour essayer de s'y retrouver, à les classer. À les classer comment? On va prendre ici la température, vous voyez les couleurs, hein, bleu par là, rouge par là, et ici, qu'est-ce qu'on met? On met la luminosité réelle, comme si elles étaient toutes à la même distance, justement. Et évidemment, on s'est arrangé pour mettre le soleil au milieu. Et on se trouve avec des étoiles rouges qui sont 10 000 fois moins brillantes que le soleil, et des étoiles bleues, voire quelques rouges aussi, qui sont
elles n'ont pas la même luminosité non plus. Pas la même température, pas la même luminosité. Elles n'ont pas le même âge non plus. Dans les étoiles qu'on peut regarder, il y a des étoiles jeunes, des bébés étoiles, et il y a des étoiles vieilles. Alors, dans les bébés étoiles, voilà quelques exemples. Ici, on a des bébés étoiles dans leur cocon, en train de se former, en train de grossir. Et puis, vous en avez une ici, qui est toujours dans son cocon, mais en train de faire pas mal de choses. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup un bébé, c'est valable aussi pour les étoiles. Ça remue beaucoup, ça évolue très vite. Ici, ce n'est pas une simulation numérique ou quoi, hein, c'est de véritables données où vous voyez justement ces étoiles en train d'évoluer. Et puis, vous avez des cadavres. Ah bah oui, si les étoiles sont bébés à un moment, elles meurent finalement. Et les cadavres sont en général assez actifs. Vous en voyez certains qui clignotent comme des phares. Il y en a d'autres qui sont des étoiles qu'on pourrait qualifier de cannibales. Pourquoi? Parce qu'elles mangent leurs copains. Alors, on m'a toujours dit que c'était le grand qui mangeait le petit, mais pas de bol, c'est le petit qui mange le grand. Le petit cadavre mange son compagnon petit à petit. Et ces cadavres-là ont tendance à être encore assez actifs. Ce sont des zombies finalement qui font quand même pas mal de choses. Alors, la luminosité n'est pas la même, l'âge n'est pas la même, la masse n'est pas la même. Les étoiles les plus petites ont à peu près 8% de fois la masse du Soleil. Par contre, les plus grandes, ça c'est une longue histoire, je pourrais vous raconter plein de choses là-dessus, mais disons que celle dont on est sûr, c'est d'ailleurs notre équipe qui l'a trouvée, c'est 84 fois la masse du Soleil. Ce qui n'est déjà pas si mal, hein, mais bon. On a aussi des durées de vie très différentes. Quelques millions d'années et pour les plus extrêmes, des dizaines de milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui ne sont pas encore mortes, elles sont nées un petit peu après le Big Bang, et puis, voilà, elles ne sont pas encore mortes, elles sont toujours là. Alors, tout ça est lié en fait. Les étoiles les plus massives sont celles qui vivent le moins longtemps. Vous allez me dire comment ça? Si elles sont plus grosses, elles ont plus de carburant. Oui, sauf qu'elles sont plus lumineuses aussi. Donc elles utilisent leur carburant beaucoup plus vite. Prenons une étoile qui fait 100 fois la masse du Soleil. 100 fois la masse du Soleil, elle a 100 fois plus de carburant, sauf qu'elle est 1 million de fois plus brillante. Comme elle est 1 million de fois plus brillante, elle utilise son carburant 1 million de fois plus vite. Et donc forcément, elle doit vivre beaucoup moins longtemps. Au lieu de vivre 10 milliards d'années comme le Soleil, elle va vivre seulement 1 million d'années. Et puis il y a les tailles. Vous vous souvenez? Mercure, Mars, Vénus, la Terre. Je me souviens là, tout allait bien, on était contents, on était les plus gros, on était gentils. Hein. Puis évidemment, on n'a pas de bol, on a rajouté les planètes géantes, donc on s'est retrouvés tout petits par rapport à Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Et puis Jupiter, à côté du Soleil, c'est quand même pas grand-chose. Et là, vous avez Sirius. On vous dit, oui, Sirius est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Mais attendez, vous voyez Sirius, là, il est là. Là, vous avez Pollux, Arcturus, Aldébaran. Et vous voyez Aldébaran, il est là. Là, vous avez Rigel, Antares, Bételgeuse. Et puis là, vous avez Bételgeuse, et puis là, vous avez les plus grandes. Et je peux vous livrer une info, il va y en avoir une encore plus grosse qui va sortir d'ici une bonne semaine. Un tout petit peu plus grosse que celle-ci, mais là, on arrive quand même dans des objets qui sont vachement plus grands. En fait, ils sont tellement grands que si on les mettait à la place du Soleil, ils seraient beaucoup plus grands que l'orbite de la Terre. D'accord? Donc vous imaginez, ce sont des objets gigantesques. Donc bon, le Soleil n'est pas une étoile extrêmement géniale dans notre univers. C'est une étoile très moyenne. Et vous voyez que elle est toute rikiki. Donc je vous rappelle ici Sirius, qui est là. Vous voyez Aldébaran, il est là. Et vous remontez, vous avez Bételgeuse. Petite chose quand même à préciser, la majorité des étoiles que vous voyez dans le ciel ne sont pas des étoiles qui vivent toutes seules. La majorité des étoiles vivent en couple. Ça peut paraître bizarre, mais la majorité des étoiles vivent en couple. Alors,
vivre en couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces étoiles, généralement nées ensemble, vont vivre l'une autour de l'autre, l'une avec l'autre, manger ensemble, se lancer des trucs à la tête, ça arrive aussi régulièrement, voire vivre au crochet de la voisine, hein, ça arrive aussi également. Et évidemment, ça fait quand même, maintenant plus d'un siècle, qu'on a réussi à repérer ces couples d'étoiles. Vous avez un cas ici, c'est Sirius, avec Sirius A, celle que vous voyez dans le domaine de visite qui est là, et Sirius B, son compagnon, qui est un petit cadavre d'étoile que vous voyez juste à côté. Comment est-ce qu'on va les repérer? Il y a deux façons, je vais dire très simples. La première, c'est tout simplement que de temps en temps, il y en a une qui passe devant l'autre. Ça produit une petite éclipse. Hop, ça passe. Petite éclipse à chaque fois. C'est un peu comme si je passais régulièrement devant le projecteur. À chaque fois, je fais une éclipse. C'est un peu pareil. Autre façon de faire, eh bien, c'est tout simplement de regarder la lumière de ces étoiles. On le regarde avec un appareil un peu particulier, un peu comme un prisme, on fait un arc-en-ciel, si vous voulez, et on regarde cet arc-en-ciel très précisément, il y a des points de repère, un peu comme un code-barre. Et ce code-barre, évidemment, il y en a un pour une étoile et un autre légèrement différent pour sa compagne. Et ce qui se passe, c'est que quand les étoiles tournent autour, les deux code-barres vont danser la gigue, et vous allez pouvoir les repérer très facilement, chacun, bouger, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et comme ça, vous allez voir qu'il y a effectivement deux objets et pas un seul. Donc aussi, c'est le genre de choses qu'on fait assez régulièrement. Mais c'est pas fini. Non seulement les étoiles vivent en couple, mais en général, quand elles sont nées dans une grande famille. Alors vous allez me dire, 10 enfants? Non, ça c'est pas une grande famille. Une grande famille, une famille vraiment très très grande, c'est 1 million d'étoiles. Bon, les familles classiques, hein, disons que pour les étoiles, c'est plutôt dans les 100 000 copines qui vivent toutes ensemble. Ça peut se passer très bien. Mais regardez ici, cette animation. Si vous regardez bien, de temps en temps, il y en a une qui file. Attendez, je vais revenir en arrière. Voilà. Regardez bien. Vous allez voir qu'elle bouge, hein, forcément, mais de temps en temps, il y en a une, hop, qui est éjectée. Vous voyez? De temps en temps, il y en a une qui part très vite. Celles-ci sont en train de partir, il y en a d'autres qui vont partir. Hop, il y en a une qui vient de passer comme une flèche comme ça. Ça, c'est le vilain petit cadavre. Il y a des interactions dans ces familles, et quelquefois, on n'a pas envie d'avoir un des individus, et donc, pouf, on le met dehors. Et donc, il y a des étoiles comme ça, qui sont éjectées. Donc, les étoiles ne vivent pas une vie bien gentille, il se passe toujours plein de choses, beaucoup d'interactions, beaucoup de choses là-dedans. Et ces grandes familles, on les appelle des ateliers intramondiaux interstellaires, c'est clairement ce qui se passe. Bon, on a des nuages de gaz, on a des étoiles, on va rassembler tout ça. On va rassembler tout ça, mettre les petits blocs les uns à côté des autres, et figurez-vous que ça s'organise de manière très jolie dans un petit machin, une belle spirale. Ça s'appelle une galaxie. Du gaz et des étoiles, ça fait une galaxie. La nôtre s'appelle la Voie lactée, et voilà sa taille. Alors, vous êtes prêts? 1000, millions, milliards, 1000 milliards, millions de milliards, bon, à peu près 1 milliard de kilomètres en taille. D'accord? On était parti, je vous rappelle, d'une petite Terre qui faisait 13 000 kilomètres. Ici, on est à 1 milliard de milliards. Et je vous rassure tout de suite, le Soleil n'est évidemment pas au centre. Nous vivons en banlieue. Oui. Au-delà du périph', très loin. Très très loin. Dans un petit coin oublié. Bon, tranquille, hein, ça c'est vrai, mais bon. Voilà, notre galaxie, donc la Voie lactée, avec un Soleil qui est loin d'être au centre. Je vous rassure aussi tout de suite, il y a un siècle, les astronomes étaient persuadés que le Soleil était bien curieusement au centre. Ça a changé il y a très très longtemps. Alors pour vous donner une idée des dimensions, si vous réduisez la taille du système solaire à un quarter américain, c'est-à-dire à peu près une pièce d'1 euro, eh bien la galaxie, c'est à peu près la taille d'un continent.
Ça vous donne un peu une idée de notre importance dans cette grave galaxie. Une pièce d'1 € par rapport à un continent. Alors évidemment, vous pouvez me dire aussi, oui, mais la Voie lactée, je la vois. On ne peut pas être dedans puisque je la vois. Ben oui, ça c'est un abus de langage, je sais bien, mais voilà cette merveilleuse Voie lactée. Mais on est dedans, et c'est à cause de ça qu'on voit ces espèces de tranches dans le ciel. Alors tout simplement parce que quand on regarde par la tranche de notre galaxie, qui est assez plate, on va voir beaucoup d'étoiles, tandis que si on regarde dans d'autres directions, on va en voir moins. Et donc bon, cette trace qu'on voit dans le ciel, on l'a appelée traditionnellement la Voie lactée, mais c'est vrai que avec nous, elle forme une énorme galaxie qu'on appelle, enfin énorme, disons dans le voisinage direct, une galaxie qui voilà, est bien gentille et toute mignonne, mais qu'on a appelée Voie lactée aussi. Je suis désolée, les astronomes parfois ont fait quelques petites erreurs au niveau de langage. Mais bon, cette brave galaxie, elle a une belle forme de spirale. En général, les spirales, ça tourne. Eh bien, ça tourne. Vous voyagez, vous, le Soleil, toutes les planètes, tout le système solaire, est en train de voyager à 220 km/s. 780 000 km/h. Ça va toujours? Vous ne sentez pas trop le mouvement? On va de plus en plus vite là, hein, vous remarquez, ça ne s'améliore pas. Donc on fait en fait un tour autour de la galaxie, c'est ce qu'on appelle l'année galactique, en 250 millions d'années. C'est une année très longue. Hein. Mais bon, c'est une année quand même, une année un peu particulière. Nous on fait un tour autour du Soleil, ça fait 365 jours, une année normale. Et puis ici le Soleil, un tour autour de la galaxie, 250 millions d'années. Alors, au centre de notre galaxie, vraiment au centre, il n'y a pas d'étoiles qui marquent le centre. Il y a des étoiles pas loin. Ces images que vous voyez ici, ça peut vous paraître rien du tout, mais c'est des images qu'on ne peut faire que depuis quelques années. Ce sont des images du centre de notre galaxie. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez des étoiles qui bougent. Vous allez me dire, et alors? Figurez-vous que quand on prend les planètes, on voit leur mouvement autour du Soleil, et bien grâce à ce mouvement, on peut savoir quelle est la masse de ce qu'il y a au centre. Or, ces étoiles qui sont en train de faire des tours autour du centre galactique, on peut leur appliquer exactement la même chose. Et lorsqu'on leur applique exactement la même chose, c'est les lois de Kepler, ça fait 4 siècles qu'on les connaît, c'est des données on se connaît très très bien, eh bien on trouve que ce centre, eh bien, il est très massif. Il fait 3 millions de fois la masse du Soleil. J'ai bien dit 3 millions de fois la masse du Soleil. Il ne brille pas et il est très petit. Et le seul objet qui réunit ces 3 propriétés, eh bien, c'est un trou noir. On parle de trou noir supermassif dans ces objets. Alors, évidemment, vous allez dire qu'on l'a jamais vu. Ben oui, forcément, il est noir. Il devrait pouvoir s'illuminer bientôt. Oui, si, ça va commencer dans quelques mois, là. En fait, il y a un nuage qui est en train de se précipiter vers le trou noir central. Le trou noir du centre de notre galaxie. Et cette matière, en tombant vers le trou noir, elle va émettre de la lumière, beaucoup de lumière. Et donc, on va pouvoir la voir. Donc là, ça va commencer, je vous dis, dans quelques mois, et on en a pour quelques années en principe. On va pouvoir le voir plus précisément. Mais on verra ce qui tourne dedans, on verra pas vraiment, évidemment, le trou noir en lui-même. Donc voilà un exemple d'une galaxie spirale. Hein, c'est pas la nôtre, forcément, on n'en est pas encore sorti, mais une galaxie qui lui ressemble. Et là-dedans, il y a 100 milliards d'étoiles à peu près. Quand je disais que le Soleil n'était jamais qu'une petite étoile parmi d'autres, ben c'est une parmi 100 milliards. Vous vous rendez compte de ça, c'est vraiment tout petit, le Soleil, à côté de ça. C'est vraiment une galaxie, c'est vraiment quelque chose d'énorme au niveau de taille, mais aussi au niveau nombre d'étoiles. Le pire en plus, c'est que s'il n'y a jamais un extraterrestre ailleurs, dans une autre galaxie, et qu'il regarde la nôtre, ben, le Soleil n'est pas la première chose qu'il va voir. Parce que de l'ensemble des étoiles, eh bien, il y a
des étoiles géantes, il y a des petits cadavres qu'on appelle naines blanches, on ne les voit pas des masses, et puis il y a 90% des étoiles qu'on peut voir qui sont des étoiles adultes. Sauf que dans celles-là, il y en a des jaunes, blancs, un peu comme le Soleil, il y en a 7%. Il y en a 4% seulement qui sont bleus. Et vous en avez 79% de rouge. Et je vous laisse deviner qui on voit en premier. Les bleus. Ben oui, j'y peux rien, c'est les brillantes, elles sont extrêmement lumineuses, donc c'est elles qu'on va voir. On ne verra pas celles-là, et encore moins les petites rouges, tout le monde s'en fout. Oui, c'est bien d'étudier les étoiles massives, parce que c'est justement celles qu'on voit. Mais bon. Donc, c'est mal barré, s'il y a un extraterrestre qui est bien loin, il ne va pas nous voir des masses. Hein, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on voit d'abord. Mais évidemment, il faudra encore qu'ils veuillent regarder notre galaxie. Parce que, bon, des galaxies, c'est pas ce qui manque. Il y en a quand même pas mal. Vous en voyez ici quelques-unes, portraits de famille. Hein. Vous remarquez qu'elles ont un peu toutes les formes. Des plus grandes, des plus petites, des bien rondes, des bien spirales, enfin un peu tous les styles. Alors ces galaxies, évidemment, comme il commençait à y en avoir beaucoup, on a fini par se dire qu'il fallait un petit peu mettre de l'ordre et trouver un moyen de les classer. Ce ne sont pas des jumelles, tout comme les étoiles ne sont pas des jumelles du Soleil, eh bien les galaxies ne sont pas des jumelles de la Voie lactée. On a décidé, un jour, de les classer en elliptiques, des espèces de grosses boules, et les galaxies spirales, soit spirale très jolie, soit spirale avec une barre. Alors, je vais vous en montrer, voilà une galaxie spirale, ça se voit bien, jolie spirale. Vous remarquez que les étoiles sur la spirale, elles sont bleues. Ben oui, c'est celle-là, voilà, vous l'avez dit. Encore une avec beaucoup plus de basse prix, on appelle ça une galaxie floconneuse, parce que ça ressemble un peu à un truc où il y a de la neige. Et voilà une spirale barrée. Il y a une barre, et puis après, les bras spiraux. Encore une jolie barre, et puis les spirales qui partent de là. Et ça, c'est une représentation de notre galaxie. C'est ce qu'on connaît le mieux de notre galaxie, pour le moment, c'est qu'il y a une petite barre. On est au milieu. C'est pas qu'on n'en a pas, mais c'est pas qu'on en a une grande. On a une petite barre. Petite barre. Et puis 4 bras spiraux qui tournent bien joyeusement. Alors, ces galaxies spirales, on peut aussi, comme elles sont fines, on peut les voir par la tranche, et ça fait des trucs un petit peu comiques comme ça, des espèces de longs cigares. Une galaxie qui s'appelle le sombrero, hein, comme ça, vous aurez peut-être l'occasion de l'observer avec les amateurs, justement. Elle est assez amusante à voir, ça ressemble vraiment à un sombrero. Voilà. Avec le télescope spatial Hubble, ça ressemble beaucoup moins à un sombrero. Jolie petite spirale, encore une spirale, encore une spirale. Et ce machin-là, c'est une elliptique, c'est une grosse boule. En fait, dans ces grosses boules, il n'y a quasiment pas de gaz. Alors, c'est des grosses boules qui sont un petit peu plus jaune-rouge, tandis que les spirales, elles sont en général bleues. Elles sont en général bleues parce que ce qu'on voit, c'est les étoiles bleues, les étoiles jaunes, les étoiles massives. Et ça veut dire des étoiles qui viennent de naître, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaz qui viennent se transformer en étoiles. Donc il y a beaucoup de nuages. Tandis que dans les elliptiques, il n'y a quasiment pas de gaz. Et ça, on l'explique par leur formation. On pense qu'en fait, les elliptiques sont le résultat de collisions entre deux spirales qui ont formé une petite boule, et on a utilisé, au moment de la collision, on a utilisé tout le gaz pour former de nouvelles étoiles. Et donc, pas de bol, pour le moment, il n'y a pas de nuages, on ne s'est pas formé de nouvelles étoiles. Alors évidemment, c'était trop beau, on avait des elliptiques et des spirales, c'était un beau schéma, tout mignon, tout ce qu'on veut. Évidemment, il y en a qui ne rentrent pas dedans. Par exemple, le grand nuage de Magellan. Ça ne ressemble ni à une spirale, ni à une grosse boule, ça ressemble à n'importe quoi. Ben, on a appelé ça une galaxie irrégulière. Petit nuage de Magellan, pareil, galaxie irrégulière. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, les galaxies irrégulières, on a commencé à les accumuler, et les plus petites d'entre elles, on les appelle des galaxies naines, elles servent en fait de briques de base. Elles servent à former les galaxies. Un exemple, ici vous avez une représentation de notre Voie lactée, on a repéré qu'il y avait une galaxie autour, une galaxie naine qui était complètement tordue. Vous voyez, elle fait une espèce d'anneau comme ça autour de nous. Eh bien, en fait, notre Voie lactée est toujours en train de se former, elle est toujours en train de manger bien joyeusement des petites galaxies. Et donc ici, elle est en train de manger petit à petit cette petite galaxie, qu'elle étire parce qu'elle mange
morceau par morceau. Et puis, dans les irrégulières, on s'est bien rendu compte qu'il y en avait qu'on ne savait pas classer quand même. Ce n'étaient pas les galaxies même qui savaient le prix de base, hein, on ne savait pas très bien quoi en faire. Eh bien, on s'est rendu compte petit à petit qu'il s'agissait de galaxies en train d'être en collision. Puisqu'on avait cette idée que les galaxies pouvaient faire des collisions, on a fini par en trouver. Et vous en avez ici des exemples de galaxies en train de se rentrer dedans. Alors évidemment, quand elles se rentrent dedans, c'est pas comme deux voitures hein, qui font une collision frontale. Il faut plus imaginer ça comme vos mains que vous entrelacez. Pourquoi? Parce que d'une étoile à l'autre, vous avez vu, entre le Soleil et les étoiles les plus proches, il y a 40 000 milliards de kilomètres, il y a de la place. Donc quand les galaxies vont se rentrer dedans, eh bien, les étoiles ne vont pas rentrer en collision l'une avec l'autre. Par contre, les nuages de gaz, même très ténus, les nuages de gaz, eux, vont rentrer en collision. Là, oui. Et ils vont se mettre à former de nouvelles étoiles. Alors, de manière parfois très spectaculaire, hein, vous voyez ici une galaxie un peu particulière. En fait, la petite galaxie qui est là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée à travers celle-ci. Vraiment passée. Pouf! Elle a traversé. Alors, c'est assez particulier, évidemment, de traverser comme ça en plein milieu, mais alors, ça a provoqué une onde de choc qui a formé un nouvel anneau avec des étoiles autour. C'est un petit peu particulier, mais c'est le genre de galaxie qu'on peut voir de temps à autre. Alors, je vais vous montrer une simulation. Vous allez voir que les étoiles ne se rendent pas dedans, par contre, elles se font parfois éjecter. Voilà, deux galaxies se rendent dedans, mais il n'y a pas eu de collision frontale. Les étoiles se répartissent un petit peu différemment. Et c'est ce qu'on est en train d'observer ici, dans ce qu'on appelle les antennes. Vous voyez ici, en bleu, ce sont les nuages qui, eux, se sont rentrés dedans. Et je vous ai dit, les nuages, il ne faut pas les perturber, sinon ils font des étoiles. Ben voilà. Ils sont rentrés dedans, pouf, ils se sont mis à faire des étoiles. Et les bleus, on les voit bien. Et puis, le reste de la galaxie, ben, se trouve là, il y a des étoiles qui sont fait éjecter, qui viennent former les fameuses antennes, justement. Cela va nous arriver. Je ne veux pas vous affoler, mais nous allons rentrer dans la galaxie d'Andromède dans pas longtemps. Alors, pas longtemps, à l'échelle astronomique, bien sûr, dans 3 milliards d'années. Je crois que vous avez encore le temps hein, de prévoir et de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, sachez-le, dans 3 milliards d'années, nous allons rentrer en collision avec Andromède, enfin avec la galaxie d'Andromède, et ça risque de faire un petit peu de boucan, surtout que, vous savez, celles qui seront éjectées en premier, c'est celles qui sont en périphérie. Et donc il se peut qu'on se fasse éjecter complètement, hein, bien non. En 3 milliards d'années, le Soleil existera encore. Hein, donc, voilà. Nous, peut-être pas, mais le Soleil, oui. Donc voilà, il va falloir prendre des mesures. Hein, prévoir la collision. Donc, si vous prenez une police d'assurance, faites attention. Pas de durée de vie. Vous êtes dans le cas d'un blazar, par exemple. Si vous le voyez de 3 quarts, vous avez certaines radiogalaxies, certaines Seyfert. Et si vous le voyez pile de profil, vous avez un autre type de Seyfert. Donc, bref, vous avez comme ça différents types de galaxies actives, mais qui ont tout un point commun, leur bruit. Alors, prenons toutes ces galaxies, regardons un peu ce qu'il y a. Voilà la Voie lactée, et voilà les 2 galaxies les plus proches. Ce sont des galaxies irrégulières, le petit et le grand nuage de Magellan. Allez, on y va. Milliers, millions, milliards, milliers de milliards, millions de milliards, milliards de milliards. À peu près 2 milliards de kilomètres pour les 2 galaxies les plus proches. Elles sont franchement pas loin. Elles font partie d'un groupe qu'on appelle le groupe local. Le groupe local, ça veut dire que c'est pas loin, c'est vraiment juste à côté. Donc, fait partie de ces fameuses galaxies d'Andromède qui, nom d'études, va nous rentrer dedans. Alors, la galaxie d'Andromède, allons-y. Milliers, millions, milliards, milliers de milliards, millions de milliards, milliards de milliards. Oh, ben 22 milliards de kilomètres. Ça va. C'est local, quoi. Évidemment, ça fait partie d'une structure plus grande encore, mais toujours locale. On appelle le super-amas local. Alors, dans ce super-amas local, vous avez le groupe local, vous avez le groupe d'amas de galaxies de la Vierge,
qui est le plus connu. Vous avez un groupe dans la Grande Ourse, vous avez 2-3 petits groupes à gauche, à droite. Ça, c'est le groupe que vous voyez les kilomètres, je vais voir, je vais passer parce que là, je commence à en avoir mal. Bref, c'est toujours très local. Les deux gros amas les plus loin sont quand même. Il y a beaucoup de galaxies. Il y a énormément de galaxies. Du coup, bon, même les années-lumière, ça commence à avoir trop de zéro. Alors on s'est dit, les enfants, c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. Et cet autre moyen nous a été donné par une façon particulière d'étudier l'univers qui date d'à peu près il y a un siècle. On s'est rendu compte que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Et quelques années après la découverte de cet éloignement, un Belge, qui s'appelait Lemaitre, s'est rendu compte que ça correspondait à un mouvement d'expansion de l'univers. Et ce brave Lemaitre en a tiré une loi un peu particulière. Alors, les observations se font par ce qu'on appelle une espèce d'effet Doppler, c'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est qu'une source qui s'éloigne de nous devient plus rouge. On peut le faire en son. En son, ça fait mou. Quand vous avez une voiture qui change, mou, c'est plus grave. Le son devient plus grave. L'équivalent pour la lumière, c'est la lumière qui devient plus rouge. Et donc, on a quelque chose qui s'éloigne, la lumière devient plus rouge. Et la loi que ce brave Lemaitre a découverte, et qui a été redécouverte 2 ans plus tard par un certain Hubble, dit que plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement, plus elle est rougie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, même si ce n'est pas lui qui l'a trouvé en premier. Récapitulons, plus c'est rouge, plus c'est loin. Donc vous avez notre petit bonhomme, et plus les objets sont loin, plus ils vont vite, plus ils sont rouges. Donc si vous voulez étudier les confins de l'univers, vous devez rechercher des objets qui sont extrêmement rouges. Alors, on va faire un petit exercice. Allons-y, essayons de trouver combien il y a de galaxies. Bon, je crois que tout le monde a reconnu la constellation, hein. Facile, hein, celle-là. Vous prenez un petit bout qui était censé être vide. On a tourné le télescope spatial Hubble vers cette zone vide, et vous remarquez qu'elle n'est pas si vide que ça. Il y a quand même du monde. Prenons un autre exemple, parce qu'on a fait le coup dans plusieurs régions du ciel. Dans cette image que vous voyez ici, cette image, elle contient 3 étoiles. 3 étoiles de notre galaxie qui sont facilement repérables. Elles sont là. Et tout le reste, c'est une taille équivalente à 1/10 de la Lune, de la pleine Lune. Il y a 10 000 galaxies. D'accord? Donc, vous allez me dire, ça c'est une belle galaxie. Ah bah oui, c'est vrai, c'est une belle galaxie, celle-là aussi. Mais vous voyez le petit machin tout petit là, c'est aussi une galaxie. Donc ça c'est 100 milliards d'étoiles, mais le petit machin là aussi. Ça aussi. Vous avez compris. Des galaxies, il y en a énormément. Et pour la petite histoire, cette image, il a quand même fallu 11 jours de pause. Alors, il n'a pas fait en continu, hein, mais il a fallu accumuler ces 11 jours de pause. C'est énorme. Quand on fait des pauses d'1 heure, on est déjà très content. Ici, c'est 11 jours de pause. C'est gigantesque, mais ça a permis de montrer justement que ces zones qu'on pensait vides, elles sont très très loin d'être vides. Alors, voilà 2 images tirées de ces fameux champs, de ces deep fields, comme on les appelle. À votre avis, quel est l'objet le plus intéressant là-dedans? Le petit point rouge, le petit ratchacha là. Ce petit machin là, il est très rouge. Il est très loin. Ah, les gros machins devant, ils sont beaux. Ça, je ne dis pas le contraire, mais ils sont tout près. Justement parce qu'ils sont grands, on les voit bien, ils sont tout près. Par contre, les petits machins tout rouges là, il y a de grandes chances que ces trucs-là, oh, bah c'est de la lumière qui date de peu de temps après le Big Bang. Donc c'est pas mal. Ça vous permet vraiment de voir les tout débuts de l'univers. Mais évidemment, c'est un petit ratchacha très difficile à étudier. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus.
Mais quand on regarde ces objets, toutes ces amas de galaxies, on se rend compte d'une chose très particulière, c'est que notre univers est finalement organisé. Vous avez ici une étude qui a été faite, donc la Terre est au centre, hein, et on regarde dans deux directions du ciel particulières, et chaque petit point c'est une galaxie. Donc chaque petit point c'est quelques centaines de milliards d'étoiles, d'accord? Donc chaque petit point bleu. Et vous remarquez qu'il y a comme ça des espèces de filaments et des trous. Notre univers ressemble un peu à une éponge, en fait. Vous voyez, des filaments, des trous, des trucs. C'est pas mis de manière uniforme. Je sais bien que tous les livres de cosmologie commencent bien gentiment par l'univers est homogène et isotrope. Bon, ça, c'est des trucs de théoriciens. Hein. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Et on peut regarder l'évolution de cette structure avec le temps, parce que cette structure a demandé un certain temps pour se former. On peut voir ça très très bien, et on travaille. C'est un domaine de recherche qui est pas mal en vogue en ce moment, de regarder la structure de l'univers. On a comme ça des grandes structures qu'on appelle la Grande Muraille, mais on parle de Chine. Hein. C'est des grandes murailles, des vraies grandes murailles. Et alors, évidemment, on peut s'amuser à refaire des mini-univers par ordinateur. Donc on essaie de bidouiller un peu les théories pour essayer comme ça, de reproduire notre univers. Et vous voyez ici qu'on arrive à reproduire cette structure un peu filamentaire, hein, avec des trous et des choses comme ça. Là, ici, ce ne sont pas des véritables images, hein, ce sont des simulations, mais ça montre que finalement, on arrive quand même à comprendre ce qui est en train de se passer. Sauf que tout ce que je viens de vous raconter, ben alors tout ce que je vous ai montré avant, c'est juste quelques pourcents du contenu de l'univers. Si nos théories sont correctes, tout ce que je viens de vous montrer, en imaginant même qu'on prenne tout ce qui est très chaud, très froid, tout ça, qu'on ne connaît pas encore nécessairement maintenant, mais ce n'est que quelques pourcents du contenu de l'univers. À cause de pour diverses raisons, on peut y revenir pendant les questions si vous voulez, on a besoin de plus de matière. Et le pire, c'est que même si on prend la matière dont on a besoin en plus et notre matière à nous, matière normale, on n'arrive qu'à peu près, même pas un tiers du contenu de l'univers. Et encore un machin qu'on ne connaît pas, qu'on appelle l'énergie sombre. La matière qu'on ne connaît pas, on appelle la matière sombre. Mais c'est sombre à plusieurs niveaux. D'abord, c'est très obscur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, on est bien en train de chercher ce que c'est, ces trucs-là, mais pour le moment, on n'a aucune idée. Donc ça fait quand même des milliers d'années qu'on travaille en astronomie, c'est une des sciences les plus anciennes. Tout ça pourquoi? Pour arriver à connaître quelques pourcents du contenu de l'univers. Et encore, pas le connaître très bien, le connaître un peu. C'est peut-être déprimant, mais c'est comme ça. Alors évidemment, ça c'est valable si nos théories sont correctes. Parce que si nos théories sont mauvaises, on peut éventuellement avoir de nouvelles théories qui fait qu'en fait, c'est pas quelques pourcents de l'univers qu'on connaissait bien 100%, mais bon, disons que là, on aurait un gros problème, c'est qu'il faudrait revoir les théories. Donc pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution. Oh, d'ici 20, 30 ou 50 ans, on devrait avoir trouvé. Soit on change les théories, soit on essaie de trouver 95% de l'univers qu'on a paumé jusqu'ici. On les a paumés, bon, on devrait pouvoir les trouver, hein, à un moment. Alors, si je reprends en résumé ce qu'on peut voir, pas ce qu'on imagine, ce qu'on sont les problèmes, mais vraiment ce qu'on peut voir. On va pouvoir remonter dans le temps. La Lune, bon, on ne remonte pas très loin, on monte 1 seconde en arrière. Le Soleil, 8 minutes. Saturne, 75, ça commençait déjà à être un petit peu mieux. L'étoile la plus proche, 4 années. La nébuleuse d'Orion, très joli objet, 1500 ans, c'est déjà pas mal. Et un très joli amas lobulaire, aux alentours de 15 000 ans, ce qui est pas mal. On peut aller plus loin, évidemment. Le centre de notre galaxie, sa lumière nous provient telle qu'elle était il y a 26 000 ans. Andromède, 2 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, il n'était pas très loin. Vous imaginez dans quelle état elle nous voit. Et puis, bon, d'autres galaxies, de plus en plus loin. Les plus anciennes aujourd'hui, on est même plus loin que le 11 milliards d'années ici. On arrive à voir des objets qui ont quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Disons typiquement
allez, 400-500 millions d'années après le Big Bang, qu'on arrive à voir des objets aussi jeunes. Ce n'est pas encore les premières étoiles. On espère, avec le remplacement du télescope spatial Hubble, voir les premières étoiles s'allumer dans l'univers. Mais pour le moment, on ne les a pas encore vues. Et donc, notre petit voyage est parti de la Terre. On s'en est éloigné quand même assez vite, pour se rendre compte que finalement, il y avait quand même pas mal de choses au-dessus. Hein. Il y a des planètes dans notre système solaire. Il y a bien sûr notre Soleil, puisque je rappelle le système solaire, le chef, c'est pas la Terre, c'est le Soleil. Et puis des étoiles autour, et puis de la matière aussi entre ces étoiles, cette fameuse nébuleuse, le tout formant une galaxie qui n'est évidemment pas la seule galaxie dans l'univers. Voilà à peu près où on en est pour les connaissances actuelles en astronomie. Si vous voulez voir ces jolies images que je vous ai présentées, ou en voir d'autres, il y en a beaucoup, elles sont disponibles sur le web sans trop de problème. Il y a le site de l'Agence spatiale européenne, le site de l'Agence spatiale américaine. Si vous voulez une image différente de l'univers, vous avez APOD, vous tapez APOD dans Google, vous l'aurez tout de suite. Vous avez aussi le photojournal de la NASA qui donne toutes les missions, pour toutes les missions dans le système solaire, une liste d'images. Alors je vous préviens que si vous aimez bien Mars, vous allez vous retrouver face à des milliers et des milliers d'images. Vous avez le Hubble Heritage. Hubble Heritage, c'est vraiment les meilleures images de Hubble. Et avec un collègue, on s'occupe d'un site en français cette fois-ci, qui donne les dernières nouvelles de l'univers. Tous les jours, vous avez des petites nouvelles, y compris des nouvelles folkloriques, un petit peu décalées, on va dire, un petit peu amusantes, des trucs un petit peu, les dernières nouvelles d'OVNI, ou alors les mannequins qui s'envoient en l'air en microgravité, ce genre de choses. Bref, des nouvelles sérieuses et des moins sérieuses. Mais tout ce que vous voulez savoir en cours et en français, vous pouvez l'avoir aussi assez facilement. Donc voilà, continuez à regarder l'univers et n'oubliez pas qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Merci.